Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous avez passé un bon week-end. On est content de vous retrouver en ce lundi matin. Nous, ça va, on a eu une semaine chargée. Du coup, cette semaine, ce lundi, on fait les actus de la semaine, mais juste avant, pour ceux qui ont raté la masterclass, j'en fais un petit rappel en début d'épisode parce que c'est les derniers jours pour en profiter. Voilà, vous savez, avec Juju, on a fait une masterclass sur les locaux commerciaux. Pourquoi? Parce que en fait, on se rend compte que personne ne fait de formation ou juste d'accompagnement sur les locaux commerciaux. Ça existe, mais c'est vrai que c'est Bah, moi, beaucoup moins courant que ouais, l'habitation en j'en tout cas. trouve pas beaucoup. Et vous savez que si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que nous, on est friands de ce type d'investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on évite toutes les galères de l'habitation. Et franchement, vous savez, on a eu des galères. On a eu le mort, on a eu le squattage, de la sous-location sauvage, on a eu les cafards, on a eu l'arrêté d'insalubrité. Enfin, on a eu vraiment énormément de galères qui sont largement simplifiées quand on a des locaux commerciaux parce que tout simplement, les professionnels, eux, sont autonomes, c'est leur activité et c'est ce qui les fait manger. Donc effectivement, ça, c'est beaucoup moins de gestion. Et au niveau du risque, c'est largement maîtrisé parce qu'on n'a pas d'impayés d'ailleurs sur les locaux commerciaux. La taxe foncière est payée par eux, les charges de cours sont payées par eux. Donc d'une manière générale, on trouve en tout cas beaucoup plus rentable, que ce soit d'un point de vue argent, mais aussi d'un point de vue du temps et de la charge mentale. Donc on a fait toute une masterclass là-dessus qui vous présente les locaux commerciaux. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, elle y est encore jusqu'à jeudi. Évidemment, pour ceux qui décident de nous faire confiance sur les locaux commerciaux, il y a un prix de lancement. Tout à fait, qui est intéressant, c'est pour remercier en fait les premiers qui sont prêts à nous faire confiance. On avait fait pareil, vous le savez, on en parle régulièrement sur ce podcast. On avait lancé nos accompagnements sur l'investissement immobilier, et là c'était notamment sur l'habitation. Il y a un peu plus de 6 mois maintenant, les premiers qui nous ont fait confiance, c'est normal. On avait joué le jeu aussi de notre part, ils ont très bien réussi, on est très contents. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se diversifie sur cette offre de locaux commerciaux qui, je pense, s'adresse soit à des investisseurs qui ont déjà un peu d'expérience, qui ont déjà fait quelques opérations en immobilier d'habitation et qui ont aujourd'hui envie de se diversifier parce que un peu comme nous, on savait qu'on pouvait pas faire 50 lots d'habitation, que ça va être beaucoup trop de gestion. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui d'avoir à peu près, on va dire, moins d'une petite moitié sur de l'habitation et une grosse moitié sur des locaux commerciaux. Donc si jamais vous voulez faire pareil, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en parler ensemble. Ou également, je pense, ça s'adresse aussi à des primo-investisseurs qui n'auraient peut-être pas envie de faire de l'habitation, ça arrive, j'en croise de temps en temps. Donc vraiment, vous aurez toutes les clés pour réussir là-dessus. Oui, surtout qu'on vous a mis vraiment, allez, on peut le dire, il y a quoi, une vingtaine d'heures de modules à suivre, une vingtaine d'heures de vidéos à suivre. On vous met tous les templates, on a fait rédiger les baux par les avocats. Donc en fait, Vous avez un suivi avec moi en c'est plus? ça, un suivi avec Julien ensuite, par la suite. Rien que tout ce qui est niveau des templates et tout, c'est tout ce qu'on utilise, les checklists de visite, les baux rédigés par des avocats du coup, les états des lieux, etc. On vous montre comment chercher un bien rentable. En plus, tu l'as fait en direct, hein, du coup, on a tout un module, on vous montre que rien qu'en se posant 5 minutes sur le bon coin, nous, on arrive à trouver des trucs. On vous donne vraiment tout notre savoir dedans et tout ce qu'on aurait aimé savoir, surtout quand on a démarré l'immobilier. Oui. Donc pareil, au niveau du financement, on vous donne toutes les clés. Julien était banquier avant, donc Tout à fait, sachant qu'il y a des choses qui diffèrent quand même quand vous voulez financer du commercial par rapport à de l'habitation. Donc on a tout rassemblé là-dedans. Donc n'hésitez pas, il reste que quelques jours. C'est ça. Les actus de la semaine, le Juju. On s'est lancé dans le YouTube Game. Alors, vraiment navré pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et tout le monde le sait qu'on fait que parler de YouTube. En fait, la vérité, c'est que ça fait, je pense, 3 mois ou 4 mois que les vidéos sont tournées. Et en fait, au début, on espérait pouvoir les monter nous-mêmes. J'avais l'ambition de me mettre au montage. Alors, c'est vraiment un métier, le montage. Je me rends compte, c'est super compliqué. Genre, moi, j'arrive à cutter, c'est tout. J'arrive pas à insérer de trucs. Je trouve que c'est très, très compliqué. En fait, il aurait fallu prendre une formation. Bon, bref. Entre-temps, nous avons trouvé un monteur et on s'est lancé sur le YouTube Game. Donc, à l'heure où on tourne cette vidéo, donc on est la veille pour vous, il y a la vidéo sur l'arrêté d'insalubrité qui est sortie. Donc, on vous invite à aller la voir pour ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début. On vous raconte tous nos péripéties. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et aller voir les vidéos, parce que du coup, il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties. Une première où on résume un petit peu notre parcours. Bon, c'est un peu une vidéo présentation
informations. Si vous nous suivez depuis très longtemps sur le podcast, vous apprendrez pas grand chose, mais c'est un autre format. C'est-à-dire qu'on a fait le choix en fait de pas simplement faire notre podcast sur YouTube, parce qu'en fait on veut garder un peu notre podcast tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement en audio, et où on prend le temps de parler, on prend vraiment le temps de faire des podcasts longs, d'expliquer beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses ensemble. Sur YouTube, c'était pas ce qu'on voulait faire, parce que sincèrement pour moi aujourd'hui je trouve que c'est pas ce qui marche. Alors même s'il y a beaucoup de gens qui me disent les podcasts ça marche sur YouTube, alors oui, il y a des podcasts sur YouTube, mais vous prenez la plupart des stats des podcasts par rapport à des formats courts, très souvent les podcasts c'est de l'ordre de 5 à 10 fois moins regardé chez un même youtubeur entre ces formats podcasts et ces formats courts. Donc nous on a essayé de faire que du format court sur YouTube et de garder le format long pour Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. On essaiera de faire des thèmes un peu différents, on va pas simplement vous faire ce qu'on a déjà fait sur le podcast. Et puis surtout, ça sera une autre manière de le présenter, ça sera beaucoup plus court, beaucoup plus dynamique, ça se prêtera beaucoup plus à être regardé, parce qu'on va pas juste parler, mais forcément il y aura des images d'illustration. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a pris un monteur pour faire quelque chose de qualitatif. Donc n'hésitez pas à y aller. Et en plus, on a gardé en avant-première une fameuse mauvaise histoire qu'on devait vous raconter sur le podcast, et que pour l'instant, on vous avait donné quelques brides ici et là dans quelques épisodes, mais on vous l'a jamais fait du début à la fin. Donc là, on condense un peu le pire problème qui nous est arrivé dans l'immobilier depuis qu'on a commencé. Donc à l'arrêté d'insalubrité dont tu parlais justement tout à l'heure, et qui justement est sorti dans cette deuxième vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez retrouver les liens, c'est dans nos Linktree directement, donc en bio de cet épisode, ou sur notre compte Instagram, c'est un des liens qu'on a épinglé, donc ça se trouve très facilement. Exactement. Et du coup, on peut, je pense, avancer. On a une vidéo qui sort toutes les 2 semaines. C'est ça à peu près, c'est le rythme qu'on va essayer de garder. 2 vidéos par mois, ça me paraît bien, comme ça on vous garde. C'est vous qui avez le privilège en tant qu'auditeur du podcast d'avoir 2 épisodes par semaine. On fera pas ça sur YouTube pour l'instant, parce que c'est beaucoup plus de boulot. C'est aussi pour ça qu'on veut garder que le podcast en audio, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut faire un choix en termes de temps, en termes de budget. C'était soit on passait sur un podcast full filmé et vous aviez peut-être un podcast par mois, soit on garde le podcast tel qu'il existe aujourd'hui, on peut vous sortir 2 épisodes par semaine. Donc je pense que vous moquez un petit peu d'avoir nos têtes en gros plan assis dans un canapé avec des lettres derrière pour faire du podcast, et vous préférez simplement écouter ce qu'on a à dire. Enfin en tout cas moi c'est la vision que j'avais du podcast quand on a commencé, c'est la vision que j'ai toujours aujourd'hui. Peut-être un jour, on espère, si on a je sais pas moi un studio, suffisamment de prestataires pour pouvoir faire tous nos podcasts filmés, peut-être sans permission, mais même eux ils font pas un podcast par semaine, je crois qu'ils offrent 2-3 podcasts par mois, quelque chose comme ça. Donc bon, vous voyez que même les meilleurs qui ont, on va dire, budget limité, à un moment donné ils sont quand même limités par le temps que ça prend, alors que nous aujourd'hui on arrive encore à le prendre, et c'est justement parce que quand vous faites un podcast, en fait on prend les micros, on se met sur la table de la cuisine, on enregistre directement sur l'ordi. Moi ça me prend même pas une petite heure à le monter rapidement, à le publier, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut le garder sous ce format-là. Yes. Et cette semaine, il y a eu une victoire. Ouais. On était moyennement serein, je vous avoue, on en a déjà parlé aussi il y a quelques semaines. On était moyennement serein parce qu'on pensait que ça irait plus vite. Je pense que ça, c'est un peu un défaut qu'on a, c'est que nous, on veut que tout aille toujours très vite. On a réussi à vendre, en tout cas, on a une offre acceptée. Là, c'est entre les mains des notaires pour la rédaction du compromis. C'est ça, pour l'appartement, du coup, qui s'est passé avec l'arrêté d'insalubrité. On a réussi à le vendre à un prix qui est correct. En fait, c'était ce on le vend 105 000 net vendeurs. C'était la fourchette qu'on s'était fixée. On voulait pas descendre en dessous de 100. 110, ça aurait été mieux, je pense. Mais on a fait énormément de visites. En fait, c'était pour ça aussi, on était un peu frustrés parce qu'on a l'impression je pense qu'on a fait 1 à 2 visites par semaine, un truc comme ça, depuis qu'il est... Quasiment, depuis qu'il est mis en vente depuis le début avril. C'est ça, et en fait, on était là, putain, est-ce qu'il y a des offres qui vont tomber ? On avait déjà eu une offre à 95 qu'on avait refusée. C'était vraiment trop bas par rapport au marché, on savait qu'on pouvait avoir un peu mieux. Et là, voilà, le dernier, on s'est mis d'accord avec lui, 105, donc on est content. On aurait pu faire mieux, je pense. 110, ça aurait été royal, mais il faut savoir aussi lâcher prise. Je pense que nous, on a besoin aussi de passer à autre chose avec cet appartement. Et voilà, 105, c'est pas non plus... on brade pas, si tu veux. Donc, Et après, il faut voir aussi, c'est que sur cet appartement, aujourd'hui, du coup, qui est pas loué, on a des charges de copro, il y a une taxe foncière, il y a une mensualité de crédit tous les mois de 500 €. Pour un prêt qui est quasiment remboursé, il doit rester, je crois, 4 ou 5 000 € de capital restant dû sur le prêt, donc il reste pas grand-chose. Mais c'est vrai que pour le coup,
cet appartement c'est un coût actuellement. Je pense qu'on aurait pu le vendre un peu mieux. Par exemple là, on l'aurait retiré de la vente, on aurait attendu septembre, on l'aurait republié en septembre. Je pense qu'on aurait pu le vendre un peu plus, mais aussi à un moment donné une logique, et je vous conseille de faire pareil dans vos investissements, c'est qu'en réalité plus vite vous vendez un bien, plus vite ça vous permet de récupérer du cash pour le réinvestir dans autre chose. Et en réalité, moi je suis déjà dans la phase de réinvestissement, c'est-à-dire je pense déjà à la suite, même si j'ai pas encore commencé à faire des visites, mais voilà, le cash de cet appartement sera réinvesti, et en fait je sais que en le vendant un petit peu moins cher que ce qu'on voulait, on fera plus de cash sur le réinvestissement que de simplement vouloir s'entêter et finir comme ces vendeurs qui ont des biens à la vente depuis un an et qui n'arrivent pas à trouver preneur. À un moment donné, il faut savoir être logique quand même. Certes, c'est bien de faire de la plus-value, on en fait. Pour rappel, cet appartement, on l'a payé 53 000 euros. Donc le revendre 105, on fait 1 x 2. Oui, ça, ouais. C'est notre petite crypto immobilière, tu vois. Non, mais après, il y a tout un contexte qui explique qu'on le revend deux fois son prix. C'est surtout qu'on l'avait très très bien acheté. On le revend un petit peu en dessous de sa vraie valeur, ouais, comme tu as dit, 115. Il y a peut-être même un monde où il partait autour de 120 dans un marché un peu plus porteur. Mais bon, voilà, actuellement, l'immobilier, en tout cas, dans la ville où il est, c'est assez calme. Et en plus, forcément, comme c'est pas le meilleur quartier de la ville, ben, naturellement, quand vous êtes dans un marché qui est calme, ces appartements-là sont encore un peu plus tirés vers le bas que les quartiers les plus chers. C'est ça. Puis après, je pense qu'il faut un peu accepter aussi accepter les victoires. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est que des défaites. Mais c'est vrai que les derniers temps, avec, on vous l'a raconté ici avec Enedis. On a eu aussi l'arrêté d'insalubrité qui s'est fini qu'en mars. Au final, nous, on a l'impression que c'est il y a super longtemps, mais il y a pas. Enfin non, au final, c'est quand même assez récent. On a les façades sur nos locaux, etc. Tout ça, c'est des sujets qui nous pèsent. Et en vrai, passer à autre chose des fois, c'est bien aussi. Il faut savoir, prendre ses gains et, comme tu dis, les réinvestir de manière intelligente. Donc moi, franchement, j'apprécie la victoire. C'est vrai qu'on aurait pu mieux faire, mais écoute, en plus, on n'est pas souvent en position vendeur, nous, hein. C'est le deuxième, du coup, qu'on revend. Oui, c'est le deuxième. Et le deuxième, enfin, c'était quoi? C'était 2019, je crois, qu'on l'avait rendu. Non, c'était 2022. Bon. Marie les dates. Ah ouais. Ça remonte un petit peu, en tout cas. Donc écoute, on s'en est pas trop mal tiré, donc on est content. On espère que le monsieur aura son financement. Et voilà. C'est l'avantage, c'est que comme entre guillemets, on le revend 105 000, comme si on le vendait 1,2 million, il suffit juste qu'il ait un CDI, ce qui est le cas. Je vois pas comment il pourra avoir après refusé à 105 000. Et Oui. puis bien évidemment que pour l'acquéreur de notre appartement, s'il faut qu'on fasse jouer tous nos contacts bancaires, il y a pas de souci. Forcément, c'est de l'argent qu'on doit récupérer. On l'aidera pour son financement. Ça, c'est certain. Et dernière actu de la semaine, ça me fait rire. On met à la location nos caves. Ça, on vous a déjà donné un peu l'astuce, c'est que sur chaque bien, on se retrouve avec des caves à chaque fois qui sont pas exploitées par le précédent propriétaire. Et souvent, elles sont dans le giga état. Et c'est surtout que, je sais pas, si vous mettez votre cave à louer, vous allez voir qu'il y a une demande sur les caves, parce que les gens ont besoin de stockage encore plus quand en fait ils sont en ville et qu'ils ont pas de grands apparts ou de grandes maisons pour pouvoir stocker. Du coup, nous, à chaque fois, c'est un truc de zinzin. À chaque fois, on les loue quoi, 100 €, je crois, quasiment. Ouais, c'est ça. Moi, je considère qu'une cave, ça se loue autour de 100 €, entre 50 et 100 en fonction de la cave et de la qualité de celle-ci. Mais c'est vrai qu'on a très souvent des caves qui, pour vous donner un idée en termes de superficie, c'est des grandes caves. Souvent, ça fait plus de 50 mètres carrés. Forcément, 50 mètres carrés, qui peut être plus ou moins en bon état. Vous avez des caves qui sont plus ou moins humides, plus ou moins sales. Là, en l'occurrence, celle que j'ai relouée ce week-end, c'était une cave qui est vraiment super propre. Je pense que vous aurez des images sur Instagram. Et en fait, ça part tout de suite parce que vraiment, ça, quand on a commencé l'immobilier, ça fait partie aussi des choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est qu'en gros, la première fois qu'on a eu une cave à louer, on s'est dit écoute, on va voir s'il y a de la demande. Moi, j'en avais parlé avec des agents immobiliers, tout le monde m'avait dit non, les caves ça se loue pas, il y a pas de demande là-dessus. En fait, c'est simple, c'est que de tous les biens immobiliers qu'on a, les caves, c'est les seuls où quand on a un départ de locataire, vraiment en général, j'arrive à toujours et sans aucun effort à faire en sorte que quand je récupère les clés, il y a le nouveau qui les récupère derrière. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc où vous mettez une annonce pour une cave, je pense que vous trouvez un locataire en une après-midi, et partout en France quasiment, sauf peut-être en zone ultra-rurale où il y a, on va dire, les gens des granges ou des fermes, mais je veux dire, dès que vous êtes un minimum en ville, vous avez toujours un voisin, quelqu'un qui déménage, qui a besoin de stockage, et en réalité, quand vous allez dans
les centres de stockage professionnels type A2Box ou les trucs un peu comme ça, c'est super cher. Et nous, pour une centaine d'euros, ils peuvent franchement, sur une cave de 50 mètres carrés avec 3 mètres de hauteur sous plafond, vous imaginez le nombre de mètres cubes de contenance de meubles et d'affaires que ça fait. Donc franchement, à chaque fois, on les loue facilement. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est si vous faites des immeubles de rapport, ou même d'ailleurs, si des fois vous achetez des appartements qui ont en copropriété, qui ont des caves, louez les caves à part. Vous arriverez plus facilement à les rentabiliser. Et c'est bête, mais 100 euros par mois, ça peut sembler pas grand chose. C'est vrai que même pour nous, par rapport au total des lots et des loyers qu'on a, c'est pas énorme. Mais en soi, quand ça fait des années que tous les mois vous avez un loyer de 100 euros, vous faites le calcul à la fin des fins, c'est des milliers d'euros que vous gagnez juste grâce à une cave que vous exploitez, alors que très souvent, le vendeur à qui vous avez acheté le bien, l'appartement ou l'immeuble ne l'exploitait pas. Ça, c'est une question qui revient souvent d'ailleurs dans nos DM, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des biens rentables? Et on crée la rentabilité en exploitant les surfaces qui sont pas exploitées. Bon, ça fait un peu redondant dans ma phrase, mais vous voyez Surface l'idée. annexe, non mais t'as raison. Et en fait, c'est vrai que souvent, pareil, il y a quelques années, du coup, on vous a dit, on a revendu un bien en 2022. Ce bien-là, il avait une espèce de cour. Il était en plein centre-ville, donc pour se garer, c'était d'une galère sans nom. Mais juste devant l'immeuble, il y avait une espèce de cour qui pouvait contenir une voiture. À chaque fois, on l'a loué tout le long qu'on l'a eu. Ouais, c'est vrai que la l'a cour, on loué. l'a loué en parking et on avait toujours quelqu'un. On l'a loué pas cher, on l'a loué 60 euros, je crois que c'était un tout petit enfin, c'était une toute petite place, Ouais. vous rentriez une petite voiture, pas une grosse. Mais effectivement, on l'a loué, ça permettait de faire 60 euros de plus par mois sur l'immeuble. C'est ça. Donc franchement royal. Et pareil, pour ceux qui suivent l'ancien hôtel qu'on a rénové en 9 appartements, là du coup on a un agent immobilier qui s'occupe de louer les appartes. Et là, Jules a mis la cave à louer sur le bon coin. 120 euros, parce qu'en plus elle est assez grande. Ouais, et elle est grande, franchement, ouais. j'ai déjà eu 6 ou 7 personnes intéressées, quoi. C'est un truc de fou. Donc n'hésitez pas à louer vos caves que vous n'utilisez pas. Ça servira toujours. Et du coup, non, mais on n'est même pas venu à l'actu de le pourquoi du comment de cette histoire de cave, du coup. C'est que du coup, on a eu un départ de cave, on a eu une dame. C'est âgé, 70 ans à peu près. Ouais, je pense. Bon, déjà, moi, une fois, elle m'avait déjà un peu incendié par mail parce que je l'avais relancée pour le paiement. Et elle m'avait dit que j'étais un scam ou je sais pas quoi. J'étais là. Ouais, je pensais que c'était une arnaque. Je suis juste votre proprio. Forcément, on a plusieurs adresses mail, donc des fois, quand on relance, c'était pas forcément mon adresse mail personnelle qui lui avait envoyé la relance. Ouais, et du coup, elle m'avait dit, il suffit en fait, il suffit de me relancer alors que j'ai payé. J'étais là, vraiment pas du coup. Et après, elle s'était excusée. Bon, bref, la boumeuse originelle, mais alors là, même pour la sortie de la cave, elle nous a fait la boumeuse originelle. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en gros, elle m'envoie un SMS début juillet, je pense aux alentours du 10, pour me dire qu'elle s'en va dans 15 jours. Moi, j'étais là, vous êtes Bonjour, bien vous avez sympa, un préavis ? mais en fait, il y a un préavis. Elle me dit, ah non, il n'y a pas de préavis pour les caves. Et de toute façon, bon, c'est vrai qu'elle avait payé le mois de juillet entier, donc elle m'a dit, je vous rendrai les clés avant la fin. Bon, à la limite, moi, comme je vous ai dit juste avant, on s'en fiche un petit peu parce qu'on retrouve facilement un locataire pour la cave et qu'elle avait payé le mois entier, mais je suis quand même en mode, quand même, faites les choses un minimum dans les règles. Enfin, je veux dire, je vais pas trop pris la tête là-dessus, mais dans ma tête, je me dis, un minimum dans les règles, c'est quand même de respecter son préavis quand on a un engagement avec un propriétaire. Et puis elle me dit, bon, mais par contre, je sais pas encore quand je vous rendrai les clés, il faut que je déménage, etc. Mais je vous ai retrouvé un nouveau locataire. Du coup, effectivement, elle m'avait envoyé les coordonnées d'un monsieur qui habitait pas très loin, qui apparemment est lui-même brocantier et avait besoin d'espace de stockage pour des meubles, etc. Donc bon, je lui avais dit, écoutez, donnez-moi les coordonnées, je verrai. Et en fait, en même temps, dans le même immeuble, il y a un autre locataire, c'est un immeuble de bureau, un autre locataire d'un bureau qui a appris que la cave se libérait, m'a dit, écoutez, moi, mon compagnon a besoin de stockage et de prendre la cave, donc en fait, il vous la prend, tu vois. Donc c'est normal, je fais passer en priorité les gens qui sont déjà locataires dans l'immeuble, quoi. Je n'allais pas prendre quelqu'un d'extérieur ou en plus que je ne connais pas. Tu n'as pas pris Michel, là. Du coup, j'ai pas pris son pote Michel, 70 ans, et surtout, je l'ai pas tenu informé, parce que du coup, moi, je m'étais engagé à rien. J'ai dit, écoutez, donnez-moi les coordonnées de votre contact et je verrai. On l'avait vite fait contacter, on avait eu un échange téléphonique et je m'étais même pas engagé. J'avais dit, écoutez, je vous tiens au courant. Et si on vous tient pas au courant, vous savez qu'en général, c'est négatif. C'est quand même la base. Et forcément, quand il y a 2 jours, elle m'envoie un SMS en me disant, je vous rends les clés demain. J'étais là, bon, déjà demain, c'est pas possible, ce sera dimanche matin. Déjà, elle râlait un peu parce que dimanche matin, ça ne lui convenait pas. Alors que, ouais, voilà, elle a des choses à faire. Bon, bien sympa, mais bon, moi aussi, si vous me prévenez vraiment 48 heures avant pour le lendemain, c'est pas possible. Compliqué. Et en plus, elle m'a dit, oui, je laisse des choses dans la cave pour Michel.
J'étais là, bah en fait non, parce que c'est pas à Michel que je vais relouer la cave, donc récupérer toutes vos affaires. Et là, c'était le drame. Elle Scandale. ne comprenait pas que j'avais laissé le pauvre Michel dans l'attente sans lui avoir répondu que ce n'était pas à lui que j'allais louer, presque comme si je lui avais menti. Alors qu'encore une fois, je me suis engagé à rien. J'ai juste dit, bah écoutez, je vous tiens au courant, j'ai plusieurs demandes. Et j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit du coup à l'ancienne locataire de la cave, je lui ai dit, bah écoutez, en fait, j'ai quelqu'un dans le même immeuble qui me demande la cave, je vais pas lui dire non et prendre quelqu'un de l'extérieur à un moment Non, donné. et puis même, au bout Et d'un oui, puis à un moment moment, donné, il y a même pas besoin de se justifier, quoi. on va Encore, pas regarder dans notre culotte, quoi. Elle s'occupe de ses oignons et Michel, il en trouvera un autre, quoi. du coup, on a encore eu une excellente de boumeuse et vraiment, vous auriez dû voir je vais quand même pas mettre les screens sur, sur la fouserie sur Instagram, mais vous auriez vu les SMS que j'ai reçus. C'était vraiment, j'avais commis le péché originel envers des boomers qui quand même, ont travaillé toute leur vie pour avoir cette cave. Oui, parce que Michel est commerçant. Donc, ça, c'est C'est l'argument. pas n'importe qui les commerçants. En fait, j'ai aucun souci avec Michel. Juste, en fait, c'est ma cave, je la loue à qui je veux, quoi. Ouais, je te jure. Donc voilà, c'est juste pour vous partager encore l'anecdote parce que encore une fois, On est ce genre de habitués conversation pourtant. n'est pas possible avec quelqu'un de moins de 40 ans, en fait, bizarrement. C'est terrible. Donc voilà, c'était assez drôle. Elle m'a rendu les clés, bon, ça s'est bien passé, voilà. Mais Et bon, on ça a faisait loué à quelqu'un d'autre. la petite anecdote de la semaine. Pour une fois qu'on vous raconte un peu des anecdotes avec des locataires qui ne sont sans conséquences et sans gravité, c'est un peu marrant de vous raconter celle-là. J'ai pas mal de questions d'abonnés cette semaine. J'en ai plusieurs sur le DPE qui sont quand même intéressantes. Quelle est l'influence du DPE sur le taux quand tu finances? Alors, ça va dépendre des banques. Je sais qu'aujourd'hui, tu as certaines banques qui font des offres en fonction de ton DPE. Donc, plus tu as un bon DPE, plus ils font un taux faible. Je sais que la BNP fait ça. Je sais que du coup, Boursorama fait ça aussi. Je crois que la Banque Postale aussi. La plupart des banques type Crédit Agricole, Caisse d'épargne, j'ai pas connaissance qu'ils le fassent. Ou en tout cas, peut-être sur des offres flash. Mais en théorie, la banque est censée vous faire un meilleur taux quand vous avez un meilleur DPE. Dans les faits, en fait, d'un point de vue économique, c'est pas très logique parce que, en fait, si tu veux, le taux, genre on n'est pas chez les communistes. Enfin, même s'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire en sorte que ce pays le soit, le principe d'un taux, c'est qu'en fait, vous prêtez par rapport à un risque. Donc le risque, c'est l'emprunteur, combien il gagne, quel est son patrimoine. Le DPE du bien n'est pas un risque pour la banque. Oui, en soi, En ça le fait, regarde pas en soi. Enfin, si ça les regarde parce qu'aujourd'hui le DPE est important, effectivement, t'achètes un bien qui est DPEG, tu veux le mettre en location, bah tu peux pas. Mais je veux dire, c'est pas un risque financier que prend la banque, c'est-à-dire c'est un risque que prend son emprunteur, donc c'est un risque indirect. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, ils font faire ça sur des taux souvent sur de la résidence principale. Donc en réalité, que ton client il habite dans une passoire thermique ou dans un bien classé A par exemple, c'est pas censé faire de différence sur le taux. Donc ils peuvent le justifier comme ils veulent. C'est encore pour moi, je trouve, une semi-mesure un peu discriminatoire pour essayer de faire valoir aux gens qui doivent acheter des biens avec un meilleur DPE. Et la réalité, c'est que comme à chaque fois qu'ils essaient de faire des trucs comme ça dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il se passe? Si votre bien, vous l'achetez avec un taux plus faible, s'il a un meilleur DPE, bah forcément, il va juste coûter plus cher. Ouais. Donc en fait, vous ferez pas d'économies. C'est-à-dire que les économies que vous ferez sur votre taux, vous les perdrez sur le prix à l'achat. Donc bref, c'est encore quelque chose de pas très malin qu'ils ont essayé de faire de mettre en place, mais rassurez-vous, en tout cas pour l'instant, j'ai pas la sensation que ça se généralise. C'est plutôt assez rare et pour moi, ça devrait pas faire de différence. Du coup, les banques, elles ont pas toutes la même politique vis-à-vis du DPE, non? Ça, en revanche, c'est un autre sujet. Parce que pour moi, le sujet de la banque par rapport au DPE, est-ce qu'elle finance ou est-ce qu'elle ne finance pas et pas quel taux elle pratique. Et ça, pour le coup, même moi à l'époque où je travaillais au Crédit Agricole, ça avait de l'importance. Et quand vous aviez un client qui voulait faire un investissement locatif, s'il achetait une passoire thermique, donc un bien qui était DPE-F ou DPE-G, il devait justifier qu'il allait faire des travaux. Parce qu'en fait, obligatoirement. Okay. Oui, obligatoirement. Parce que oui, la rentabilité est voilà, conditionnée exactement. à ça, okay. Même si, visiblement, depuis maintenant le 1er janvier, vous avez besoin du DPE aussi pour mettre en location les logements Airbnb, mais c'est vrai qu'avant, en théorie, suffisait juste que vous me mettiez dans un cas de figure où vous n'étiez pas soumis au DPE et ça passait. Par exemple, encore aujourd'hui, il y a certains... Par exemple, vous faites un bail civil, par exemple, vous n'êtes pas soumis au DPE. Faut savoir que le DPE ne concerne vraiment que l'habitation. Non plus, hein. Local commercial. Après, t'achètes un appartement, je veux pas en faire un local commercial, Ouais, tu vois. vrai. Mais pour le coup, sur les appartements, effectivement, t'es surtout concerné sur tous les appartements qui vont rentrer dans la loi de 89, que ce soit de la location nue, de la location meublée à l'année. Mais par exemple, vous louez un bien en résidence secondaire, même s'il est DPEG, vous pouvez le louer.
OK. Mais c'est vrai que pour le coup, ça a un peu plus de logique qu'une banque quand même, quand il y a un mauvais DPE sur le bien, demande au moins des justificatifs sur le fait que des travaux sont prévus. Donc voilà, c'est juste ce point-là qui sera sur la politique de la banque, c'est est-ce qu'elle finance ou est-ce qu'elle finance pas en fonction des travaux que vous faites. OK, donc et sur la question du coup, est-ce que c'est contraignant un DPE-EFG? Non, à partir du moment que tu mets les travaux en face, Tout pour le à fait. refaire passer en Tout à dessous fait. Faut savoir que du coup sur le D de sur le DPE depuis le 1er janvier 2025, vous ne pouvez plus louer les appartements qui sont DPE-G. DPE-F, ça sera interdit à la location à partir du 1er janvier 2027 et DPE-E à partir du 1er janvier 2034. Pour le coup, sur les DPE-E, moi c'est toujours ce que je dis, j'ai pas changé ma position là-dessus. Honnêtement, on a le temps. En général, quand il y a des interdictions qui sont supérieures à 3 ans, c'est souvent revu. Soit ils vont revoir leur échelle du DPE, soit ils vont refaire des correctifs comme ça a déjà eu lieu par exemple au mois de juillet 2024 où ils avaient modifié un coefficient qui faisait que du coup les petites surfaces récupéraient un DPE souvent supérieur à ce qu'elles avaient avant le correctif. Donc voilà, moi sur les DPE pour l'instant je suis pas très inquiet, mais en tout cas DPE F ou G, si vous achetez un bien pour le mettre en locatif d'habitation à l'année, là il va falloir que vous fassiez en sorte de faire des travaux nécessaires pour améliorer la note. OK. Et est-ce que dans le cas où c'est sa RP, est-ce que c'est problématique du coup que ce soit, EFG? Alors, Ça encore une c'est fois, com ça va dépendre des banques. Moi, la position que j'avais au Crédit Agricole quand j'ai arrêté de travailler, c'était que sur de l'ARP, c'était pas un problème. Bah oui, parce qu'en soi tu fais ce que tu Oui, c'est veux, ça, si tu veux habiter une passoire thermique, donc tu fais t'habites ce une que tu passoire veux, ouais. thermique. Mais pour le coup, c'est possible que ça le devienne quand même parce que ça, c'est un peu peut avoir de la logique, c'est qu'une banque peut se dire, OK, même si il veut l'habiter en résidence principale, peut-être qu'un jour il va vouloir le mettre à location, ou peut-être qu'un jour il va le revendre et si le DPE est trop mauvais, entre guillemets, il le vendra moins cher. Ça, c'est une des possibilités qu'il y a aujourd'hui sur les biens quand vous les achetez en résidence principale. OK. Après, là, de ce que j'en vois, les banques sont pas si, on va dire, casse-pieds sur le sujet du DPE. On va dire la priorité des banques aujourd'hui, c'est quand même les taux d'endettement, vos revenus, vos charges, votre épargne de côté. C'est quand même un élément qui n'est pas déterminant à mon sens, le DPE, mais en revanche, la banque le regarde un petit peu quand même. OK. Dernière question d'abonné du coup, est-ce qu'on peut refaire un point sur, la TVA en immobilier? Parce que il m'a dit: «C'est peu évoqué» et c'est vrai que c'est peu évoqué. Donc Alors déjà, si tu peux, faut savoir que il faut sacher. on va dire, tous les cours que j'ai eus en fiscalité, je sais pas pourquoi la TVA, vraiment, j'ai jamais accroché. Je pense que c'est peut-être parce que l'ineptie de cet impôt de Ça base filtre, tu ouais, sais. qui m'agace peut-être un petit peu. Non, non, trêve de plaisanterie là-dessus. La TVA, c'est vrai que c'est un impôt qui est déjà, compliqué, hein, toi qui étais Oui, comptable oui. sur les biens mobiliers. En immobilier, c'est des fois presque plus simple ou alors c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de la pratiquer en immobilier que sur, les biens et services fournis par les entreprises. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tant que vous êtes investisseur particulier, vous n'avez pas de TVA. En tout cas, si vous achetez dans le neuf, vous allez payer la TVA en tant que consommateur. Mais je veux dire, si vous revendez un bien, vous ne serez pas soumis à TVA. Donc, il n'y a que les professionnels qui sont soumis à TVA. Donc, si vous êtes promoteur immobilier, si vous êtes marchand de biens, là, vous serez soumis à TVA sur le bien que vous allez vendre. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est pour moi la règle, vraiment, si vous devez retenir qu'une chose sur la TVA en immobilier, c'est que si vous revendez la même chose, vous avez une TVA sur marge. Si vous revendez un bien différent, vous avez une TVA sur l'intégralité du prix. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes promoteur immobilier. Vous achetez un terrain, vous construisez des appartements. Quand vous allez vendre les appartements, vous allez payer la TVA sur le prix complet des appartements. En revanche, vous êtes marchand de biens, vous achetez un appartement, vous le rénovez, vous revendez l'appartement. Du coup, vous avez acheté et vendu la même chose. Vous ne payerez la TVA que sur votre marge. Ouais. C'est pour ça que quand vous faites des opérations de marchand de biens, il y a plein de choses à savoir et c'est pour ça qu'on ne s'invente pas marchand de biens. Typiquement, vous achetez une maison, par exemple, qui avait donc une unité. Vous en faites un immeuble de 4 lots, par exemple. Si vous l'avez acheté maison et que vous le revendez 4 appartements, Mmh. du coup, vous ne revendez pas la même chose que vous avez acheté. Vous payerez la TVA sur l'intégralité du prix des prix de vente. C'est pour ça qu'un bon marchand de biens sait que, par exemple, quand il achète une maison pour la diviser, il doit la faire diviser avant de l'acheter. C'est ça. Donc, en gros, il doit s'arranger pour que les démarches administratives de la division soient validées
par l'ancien propriétaire, donc ce soit fait pendant le compromis, encore quand le bien est au nom de l'ancien propriétaire, pour que lui achète bien un bien qui est déjà divisé et que quand il revende, il ait bien la TVA sur sa marge et pas sur la totalité du prix. C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire en marchand de biens et c'est la seule chose vraiment importante à retenir sur la TVA en immobilier. Les contrôles fiscaux d'ailleurs sur les marchands de biens, c'est que sur la TVA sur marge à chaque fois. En même temps, c'est la seule chose qu'ils déclarent en TVA, donc ça m'étonnerait qu'ils soient contrôlés là-dessus. Il est vrai, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être faites. Il faut faire vraiment gaffe. C'est pour ça que ça s'invente pas et je pense qu'il faut soit vous maîtriser, soit faut s'associer avec quelqu'un qui maîtrise ou se faire accompagner parce que c'est un peu tendu. Oui, sachant que attention, ça aussi, je pense que c'est important que vous le sachiez, c'est qu'une division ne veut pas dire création de copropriété. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, quand vous êtes marchand de biens, vouloir acheter une maison, vous la faites diviser par, du coup, administrativement, sous l'ancien propriétaire. Quand vous achetez le bien, il est toujours en monopropriété et c'est vous qui créez la copropriété. Ce n'est pas parce que vous créez la copropriété que vous créez une division. En réalité, la division existait déjà. La division, c'est le fait que d'un point de vue cadastral, on considère qu'il y a plusieurs unités immobilières sur le même terrain. Ce n'est pas sur plusieurs terrains, si jamais c'est une découpe de terrain par exemple. Ce n'est pas le fait de créer une copropriété, c'est pas ça diviser. En fait, la copropriété, vous en avez besoin pour revendre des lots à la découpe au sein d'une copropriété. C'est encore différent. Et du coup, le fait que ce soit loué nu, loué meublé, etc., ça n'a pas d'incidence sur l'application de la TVA? Non, parce que... Alors quand t'es dans la SCI Alias, il me semble que non. Oui, en fait, la location de biens est une activité civile. Donc, qui dit activité civile, dit activité qui de droit n'est pas soumise, qui même de droit est exonérée de TVA. Maintenant, vous pouvez choisir d'opter à la TVA. Moi, honnêtement, dans l'immobilier, je trouve que c'est jamais intéressant. On n'a aucune société qui est soumise à TVA. On n'a aucune société à TVA, il n'y a aucun cas où je le vois, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, quand vous optez pour la TVA, vous pouvez la déduire. Mais vous allez toujours moins déduire que ce que vous allez collecter. Sinon, ça veut dire que votre investissement est pas rentable parce que c'est-à-dire que vous avez plus de frais que ce que vous avez de recettes. Donc, à partir du moment où vous avez plus de recettes que de frais, c'est jamais intéressant d'être soumis à TVA. C'est ça. Même quand vous faites des gros travaux, parce que par exemple, nous, on avait eu le cas, on vous en avait parlé sur le podcast, en début d'année, c'était une opération de bureau qu'on avait failli faire où il y avait une problématique de TVA. On vous l'avait un petit peu détaillé au début de l'année. Et grosso modo, ce que je m'étais rendu compte, c'est que certes, ils avaient fait des travaux, ils avaient opté à la TVA pour déduire les travaux, mais en réalité, ils allaient payer beaucoup de TVA sur les loyers futurs. Et le problème, c'est que sur des bureaux comme ceux qu'on avait failli acheter en début d'année, c'est des bureaux qui sont pas toujours loués à des professionnels qui ont opté pour la TVA. Donc en réalité, quand vous louez à un professionnel qui n'a pas opté pour la TVA, en fait, vous louez moins cher. C'est ça. Parce que grosso modo, la TVA, comme elle est transparente, si vous louez à un professionnel qui est soumis, effectivement, grosso modo, si votre loyer c'est 1500, s'il est soumis à TVA, c'est 1500 plus TVA. Si maintenant il n'est pas soumis à TVA, le loyer ça reste 1500, mais votre TVA sera à l'intérieur de vos 1500 € de loyer. C'est ça. Mais je sais même pas si par exemple tu as une SAS, imaginons tu as une société d'exploitation de je sais pas quoi, de carrelage ou quoi, où l'activité est forcément soumise à TVA, que tu achètes tes murs de ton entrepôt via la SCI, est-ce que même là ça vaut le coup vu que tu es ton propre locataire, on est d'accord? Oui. Pour moi, c'est neutre. Ce que tu collectes d'un côté, tu le déduis de l'autre. Oui, tu le déduis de l'autre. Et puis, c'est toujours pareil. C'est vrai que, par exemple, si tu as fait des gros travaux à la base sur ton entrepôt, tu vas pouvoir récupérer la TVA sur les travaux. Mais en théorie, tu vas toujours plus collecter que sur le truc futur. En fait, ça revient au même. Ouais, ça revient au même. Donc, moi, honnêtement, la TVA sur la location, je la vois jamais intéressante. Le seul moment où elle est intéressante, c'est par exemple quand vous faites vraiment une très grosse opération avec beaucoup de travaux et que, entre guillemets, vous êtes un peu court sur votre budget et que le fait de récupérer la TVA, en fait, ça vous fait mécaniquement baisser le coût des travaux de 20% en fait. Ouais. C'est le seul moment où je peux comprendre que c'est intéressant, c'est quand vous avez une grosse problématique de trésorerie et que vous allez récupérer 20% de TVA au début. Sinon, c'est jamais intéressant. Okay. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour monter dans l'algorithme. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et la Flouserie, où on partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. Salut à jeudi, ciao.